et je me retrouve dans les mains de Madame Charlot. Et au départ, Je n'avais plus la force de me relever. Cette phrase, simple et presque chuchotée, a traversé les médias français comme un éclair dans un ciel trop calme. Elle ne venait pas d'une inconnue. Elle venait de Clotilde Courreau, actrice admirée, visage familier du cinéma français, mais aussi, depuis plus de 20 ans, princesse de Venise. Pendant longtemps, beaucoup ont cru connaître son histoire. Une histoire qui ressemblait à un conte moderne. Une jeune actrice libre, passionnée de théâtre, tombe amoureuse d'un prince italien, Emanuele Filiberto de Savoie, héritier d'une des plus anciennes dynasties d'Europe. Et un jour de septembre 2003, sous les voûtes majestueuses de la basilique Sainte-Marie des Anges à Rome, ce rêve devient réalité. Plus de 1000 invités, des caméras venues du monde entier, des regards émus, des applaudissements, une robe lumineuse qui avance lentement dans l'allée centrale. Ce jour-là, la France regardait avec fascination cette femme qui passait du monde du cinéma à celui des palais. Clotilde ne devenait pas seulement l'épouse d'un homme, elle entrait dans une histoire, une lignée, un symbole. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être. Car avec le recul, beaucoup se demandent aujourd'hui. Ce mariage était-il réellement un conte de fées ou simplement un décor soigneusement éclairé? Pendant des années, Clotilde Courreau est apparue en public avec ce sourire calme et élégant que l'on attend d'une princesse. Lors des cérémonies officielles, des galas, des événements mondains, elle semblait parfaitement à sa place. À côté d'elle, Emanuele Filiberto, prince moderne au charme discret, incarnait l'image d'un couple solide et harmonieux. Les photographies étaient magnifiques, les titres de la presse étaient flatteurs. Et pour beaucoup, l'histoire était simple. L'amour avait uni deux mondes différents. Mais derrière les flashs des photographes et les sourires parfaitement maîtrisés, une autre réalité commençait lentement à s'installer. Une réalité faite de silence. Clotilde dira plus tard qu'il y avait des nuits où le calme devenait presque insupportable. Des nuits où l'on se réveille avec la sensation étrange d'être étrangère dans sa propre vie. Elle se souvenait de ces matins où elle devait enfiler une robe élégante, assister à un événement officiel, saluer la foule, alors que quelque chose, au fond d'elle, se fissurait. Ce n'était pas un drame soudain, pas une dispute spectaculaire, mais plutôt un glissement lent, presque invisible, comme si deux univers qui s'étaient autrefois attirés commençaient doucement à se repousser. Car en épousant Emanuele Filiberto, Clotilde n'épousait pas seulement un homme, elle épousait aussi la maison de Savoie, une dynastie chargée de traditions, de règles non écrites et d'attentes immenses. Et très vite, elle allait découvrir que la vie derrière les murs des palais n'avait rien d'un conte de fées. Car dans ce monde où chaque geste est observé, chaque mot interprété, chaque sourire attendu, il devient parfois difficile de rester simplement soi-même. Et c'est précisément là que l'histoire commence vraiment. Car avant les rumeurs, avant les silences, avant même les premières fissures trop visibles, il y avait une rencontre entre une femme libre et un héritier d'une dynastie millénaire. Une rencontre qui allait changer leur vie à jamais. Avant les palais, avant les cérémonies officielles et les photographes, leur histoire commence presque simplement. À la fin des années 1990, Clotilde Courreau est déjà une actrice respectée en France. Elle appartient à ce monde artistique où l'on vit au rythme des tournages, des répétitions et des émotions. Sa vie est faite de liberté, de création, de projets imprévisibles. Rien n'y est totalement écrit à l'avance. C'est dans cet univers qu'elle rencontre Emanuele Filiberto de Savoie. Lui vient d'un monde radicalement différent. Il porte un nom chargé d'histoire, celui de la Maison de Savoie, ancienne dynastie royale d'Italie. Depuis l'enfance, il a grandi avec la conscience de ce que représente ce nom. Dans sa famille, on apprend très tôt que chaque geste peut être observé, que chaque apparition publique peut avoir une signification. Lorsqu'ils se rencontrent, leur différence semble presque fascinante. Clotilde découvre un homme élégant, attentif, capable d'un charme discret. Emanuele Filiberto, lui, semble intrigué par cette femme libre, passionnée, qui parle avec spontanéité et qui regarde la vie avec l'intensité d'une artiste. Au début, cette opposition crée une forme d'équilibre. Deux univers éloignés qui se rapprochent. Leur relation attire rapidement l'attention de la presse, l'image séduit une actrice française indépendante qui tombe amoureuse d'un prince italien. Beaucoup y voient une histoire moderne, presque romanesque.
Mais en s'approchant de la famille de Savoie, Clotilde découvre progressivement un monde qu'elle ne connaît pas encore. Les grandes familles aristocratiques vivent selon des codes très anciens. Certaines règles ne sont jamais écrites, mais tout le monde les comprend. L'image publique, la retenue, la maîtrise de soi deviennent essentielles. Au début, Clotilde observe ce monde avec curiosité. Les cérémonies, les dîners officiels, les traditions familiales possèdent un certain charme. Elle pense pouvoir s'adapter, apprendre les règles et trouver sa place. Après tout, l'amour lui semble assez fort pour surmonter les différences. Pendant un temps, tout paraît fonctionner. Lors de leurs apparitions publiques, le couple semble harmonieux. Les photographes capturent l'image d'un prince élégant et d'une actrice charismatique qui entrent ensemble dans une nouvelle vie. Mais dans l'intimité, Clotilde commence peu à peu à ressentir une pression plus subtile. Dans ce milieu, on attend d'elle qu'elle incarne un rôle précis. Être élégante, discrète, irréprochable. Représenter une image. Pour une femme habituée à la liberté du monde artistique, cet effort d'adaptation devient parfois silencieusement lourd. Elle commence à comprendre qu'en épousant Emmanuel Filiberto, elle ne s'approche pas seulement d'un homme, mais d'un héritage, d'une histoire et d'un nom qui dépassent largement leur relation. Et une question commence doucement à apparaître dans son esprit. Peut-on rester entièrement soi-même lorsque l'on entre dans un univers où les traditions semblent plus fortes que les individus? À ce moment-là, Clotilde croit encore que l'amour peut équilibrer ces différences. Elle pense que deux personnes qui s'aiment peuvent nous construire un chemin commun. Mais ce qu'elle ignore encore, c'est que derrière le prestige du nom de Savoie se cache une pression invisible qui, avec le temps, va transformer leur histoire. Car très bientôt, les attentes de cette dynastie vont commencer à peser lourd sur leur couple. Et les premières fissures de ce mariage princier vont apparaître. Au début, Clotilde pensait qu'il suffirait d'apprendre quelques règles, de comprendre certains usages, et tout finirait par trouver naturellement sa place. Après tout, chaque couple traverse une période d'adaptation. Mais ce qu'elle découvre peu à peu dépasse largement une simple question de coutume. Car dans la famille de Savoie, le nom lui-même porte un poids immense. Ce n'est pas seulement une histoire de prestige ou de tradition. C'est une mémoire vivante, une lignée vieille de plusieurs siècles, un héritage que chacun doit préserver. Dans cet univers, l'individu passe souvent après le symbole. Au fil du temps, Clotilde comprend que sa vie ne lui appartient plus tout à fait comme avant. Chaque apparition publique est préparée, chaque geste observé, chaque parole mesurée. Lors des dîners officiels, les conversations suivent un protocole implicite. Les regards sont attentifs, les attitudes évaluées. Elle s'efforce de s'adapter. Elle apprend à marcher dans ces grandes salles historiques, à saluer avec élégance, à incarner ce rôle de princesse que beaucoup admirent de l'extérieur. Mais intérieurement, quelque chose commence lentement à se transformer. Car pour une artiste habituée à la spontanéité, ce monde peut parfois sembler étouffant. Peu à peu, certains projets artistiques passent au second plan. Les tournages deviennent plus rares, les obligations officielles prennent davantage de place dans son quotidien. Sans vraiment s'en rendre compte, Clotilde commence à faire des compromis qu'elle n'aurait jamais imaginés auparavant. Pendant ce temps, Emmanuel et Filiberto évoluent dans cet univers avec une aisance naturelle. Pour lui, ces règles existent depuis toujours. Il a grandi avec elles. Depuis l'enfance, on lui a appris que son nom représentait une responsabilité. Être digne, être solide, garder une certaine distance émotionnelle. Tout cela fait partie de l'éducation qu'il a reçue. Ce qui pour lui est normal devient parfois difficile à comprendre pour Clotilde. Elle, qui a toujours vécu dans un monde où les émotions se partagent, se retrouve face à un homme qui a appris à les maîtriser. Ce n'est pas de la froideur, mais une forme de retenue héritée de son histoire familiale. Et peu à peu, cette différence crée une distance invisible entre eux. En public, leur image reste parfaite. Les photographies montrent un couple élégant, uni, presque intemporel. Les journaux continuent de parler d'un mariage solide entre une actrice française et un prince italien. Mais derrière ces images, le silence s'installe doucement. Le soir, lorsqu'ils se retrouvent loin des cérémonies et des regards, Clotilde ressent parfois une étrange solitude, comme si deux univers continuaient de coexister sous le même toit sans réellement se rencontrer. Certains proches commencent déjà à percevoir cette fragilité. On murmure parfois que Clotilde
n'est peut-être pas faite pour la vie royale. D'autres disent qu'elle est trop sensible pour ce monde. Mais la vérité est probablement plus simple. Clotilde n'a jamais voulu être un symbole, elle voulait simplement être une femme aimée, une femme comprise. Et au fil des années, cette différence fondamentale entre leurs deux visions de la vie commence à creuser un écart de plus en plus difficile à ignorer. Car dans un mariage où l'un doit sans cesse s'adapter pour préserver l'équilibre, il arrive un moment où l'on finit par se perdre soi-même. Et c'est précisément ce sentiment qui commence à grandir chez Clotilde. Mais ce qui va réellement bouleverser l'équilibre déjà fragile de leur couple n'est pas encore arrivé, car bientôt des murmures venus de l'extérieur vont s'immiscer dans leur histoire. Des rumeurs qui vont transformer les doutes silencieux en une blessure bien plus profonde. Les grandes histoires d'amour ne se brisent presque jamais d'un seul coup. Elles se fissurent lentement, presque imperceptiblement, jusqu'au moment où une vérité devient impossible à ignorer. Pour Clotilde Courreau, ce moment commence par quelque chose d'insaisissable, des rumeurs. Au début, ce ne sont que quelques mots entendus au détour d'une réception mondaine. Un regard échangé entre journalistes. Une conversation qui s'interrompt brusquement lorsqu'elle approche. Rien de clair, rien de confirmé, mais une sensation étrange qui s'installe. Puis un nom commence à apparaître. Adriana Abascal, ancienne Miss Mexique. Femme élégante et très présente dans certains cercles internationaux. Les murmures évoquent une proximité particulière avec Emmanuel et Filiberto. Rien d'officiel, bien sûr, mais parfois, dans les milieux mondains, les silences disent plus que les révélations. Clotilde tente d'ignorer ces chuchotements. Elle se persuade que la presse aime inventer des histoires, que les rumeurs font partie du prix à payer lorsque l'on vit sous les projecteurs. Mais quelque chose commence à changer. Les absences d'Emmanuel deviennent plus fréquentes. Des déplacements professionnels, des obligations familiales, des voyages difficiles à expliquer. Les raisons existent toujours, mais elles deviennent de plus en plus floues. Dans cette situation, Clotilde garde la tête haute. Elle pense d'abord à leurs filles, Victoria et Louisa, deux jeunes vies qu'elle veut protéger du tumulte médiatique. Elle refuse que les tensions du couple viennent troubler leur équilibre. En public, rien ne doit apparaître. Lors des événements officiels, elle continue de sourire. Elle salue, elle échange quelques mots avec les invités, elle incarne ce rôle de princesse que tout le monde attend. Aux yeux du public, le couple semble toujours aussi élégant. Mais dans l'intimité, le doute s'installe. Clotilde commence à observer des détails qu'elle n'avait jamais remarqués auparavant. Un regard distrait, une réponse vague, une présence parfois lointaine, même lorsqu'ils se trouvent dans la même pièce. Un soir, elle finit par poser la question qui brûle dans son esprit. Pas une accusation, simplement une tentative de comprendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ? La réponse d'Emmanuel est étrange, presque déstabilisante. Il ne confirme rien, ne nie rien clairement. Il répond simplement « Je ne veux pas savoir si toi tu me trompes ». Une phrase énigmatique qui laisse Clotilde dans un vertige silencieux. Pourquoi inverser la question ? Pourquoi éviter la réponse ? À partir de ce moment-là, quelque chose change définitivement. Le doute devient plus lourd que la vérité elle-même, et lorsque la confiance commence à se fissurer, chaque silence prend une signification nouvelle. La presse, elle, ne tarde pas à s'emparer de l'histoire. Les photographies sont analysées, les déplacements surveillés, les rencontres interprétées. Chaque apparition publique devient un sujet de spéculation. Pour Clotilde, cette période est l'une des plus difficiles, car vivre avec une rumeur est parfois plus douloureux que connaître la vérité. On cherche des signes partout, on revisite les souvenirs, on se demande à quel moment l'histoire a commencé à changer. Et peu à peu, elle comprend une chose qui la bouleverse profondément. Le véritable problème n'est peut-être pas la présence d'une autre femme. Le véritable problème, c'est qu'elle a le sentiment de devenir invisible dans sa propre maison. Car pendant que les rumeurs grandissent à l'extérieur, la distance entre eux devient de plus en plus réelle à l'intérieur. Et ce que le public ignore encore à ce moment-là, c'est que leur mariage est déjà bien plus fragile qu'il n'y paraît. Car derrière les sourires officiels, une séparation silencieuse est peut-être déjà en train de se dessiner. Une séparation que personne ne devine encore. Mais bientôt, Clotilde va atteindre un point où le silence ne sera plus possible. Et ce moment va changer sa vie pour toujours. Il arrive parfois dans une vie un moment très précis où l'on comprend que continuer à se taire est devenu plus douloureux que dire la vérité.
Pour Clotilde Courreau, ce moment n'est pas arrivé brusquement. Il s'est construit au fil des années, à travers une accumulation de silence, de doutes et de fatigue émotionnelle. Pendant longtemps, elle a essayé de préserver l'équilibre. Elle a tenté de comprendre, de patienter, de protéger sa famille et surtout ses 2 filles. Elle voulait croire que certaines crises passent avec le temps. Mais au fond d'elle, quelque chose se brisait lentement. Un soir, raconte-t-elle plus tard, elle s'est retrouvée seule devant un miroir. Pas celui d'un plateau de cinéma, pas celui d'une loge avant une première, mais simplement le miroir banal d'une salle de bain silencieuse. Et ce qu'elle y a vu l'a profondément troublée. Ce visage fatigué, c'était le sien. Mais la femme qu'elle voyait ne ressemblait plus à celle qu'elle avait été. Où était passée l'actrice passionnée qui montait sur scène avec feu et liberté? Où était passée la femme spontanée qui croyait que l'amour pouvait déplacer les montagnes? À cet instant précis, une pensée s'impose avec une clarté presque brutale. Elle a essayé de sauver un mariage qui, peut-être, n'existait déjà plus. Pendant des années, elle avait accepté de se taire. Elle avait avalé les blessures silencieuses, les absences prolongées, les regards qui ne se croisaient plus. Elle avait continué à sourire lors des événements officiels, à incarner cette image de princesse que le public attendait. Mais intérieurement, elle s'effaçait peu à peu. La prise de conscience est douloureuse, car admettre que l'on s'est perdu dans une relation est l'une des vérités les plus difficiles à regarder en face. Cette nuit-là, Clotilde comprend que continuer ainsi serait pire que tout, pas seulement pour elle, mais aussi pour ses filles. Elle ne veut pas qu'elles grandissent en croyant qu'une femme doit s'effacer pour préserver les apparences. Alors, pour la première fois depuis longtemps, elle décide de penser à elle. Pas dans un esprit de vengeance, pas pour créer un scandale, mais simplement pour retrouver sa voix. Le lendemain, elle confie à une amie proche une phrase qui résume tout : « Si je continue à me taire, je vais disparaître ». Cette phrase marque un tournant, car mettre des mots sur la douleur, c'est déjà commencer à s'en libérer. Et lorsque Clotilde décide finalement de parler publiquement de ce qu'elle a vécu, l'effet est immédiat. La France découvre une femme différente. Pas la princesse élégante des cérémonies officielles, mais une femme profondément humaine, capable de reconnaître sa fragilité. Dans ses confidences, elle ne cherche pas à accuser Emmanuel et Filiberto. Elle ne transforme pas leur histoire en bataille. Elle décrit simplement la réalité d'une relation qui s'est lentement vidée de sa substance. Elle parle de ces nuits où elle pleurait en silence pour ne pas réveiller ses filles, de ces matinées où elle devait apparaître souriante alors que son cœur était lourd, de cette sensation étrange de vivre une vie qui ne lui ressemblait plus. Et ce témoignage touche profondément le public. Car derrière l'histoire d'un mariage princier, beaucoup reconnaissent qu'ont quelque chose de plus universel. La douleur de ceux qui se sentent seuls dans une relation, la peur de tout recommencer et le courage nécessaire pour dire enfin assez. Mais ce que Clotilde ne sait pas encore à ce moment-là, c'est que cette confession ne marque pas seulement la fin d'un chapitre. Elle marque aussi le début d'une renaissance. Car une fois la vérité dite, une autre question commence à apparaître. Que reste-t-il lorsque l'on abandonne le rôle que l'on a joué pendant si longtemps? Après les aveux, après les années de silence et de fatigue, une nouvelle étape commence pour Clotilde Courreau. Une étape moins spectaculaire que les titres des journaux, mais peut-être la plus importante de toutes, celle de la reconstruction. Car lorsqu'un rêve s'effondre, il laisse souvent derrière lui un vide immense. Pendant longtemps, Clotilde avait construit sa vie autour d'un rôle précis, celui d'épouse, de princesse, de femme, qui devait maintenir l'équilibre d'une image publique. Mais lorsque ce rôle disparaît, une question apparaît inévitablement. Qui sommes-nous réellement lorsque les apparences tombent? Au début, tout semble fragile. Les habitudes doivent être réinventées, les repères redéfinis. Pourtant, peu à peu, quelque chose change en elle. Comme si, en ayant enfin osé dire la vérité, l'air redevenait respirable. Les transformations commencent par des choses simples. Le plaisir de se réveiller sans cette tension permanente dans la poitrine. Le calme retrouvé lors des petits déjeuners avec ses filles, Victoria et Louisa, devenues au fil des années sa plus grande force. Avec elle, Clotilde redécouvre une forme de stabilité plus authentique que celle qu'elle avait connue dans les palais. Puis il y a le retour à ce qui a toujours été sa véritable nature. L'art, le théâtre, le cinéma, la scène, ces univers qui lui avaient donné sa liberté bien avant les titres et les cérémonies. Revenir à ses passions n'est pas une revanche contre le passé, mais plutôt une manière de se reconnecter
à elle-même. Elle ne cherche pas à effacer son histoire, mais à avancer avec ce qu'elle en a appris. Dans ses interviews récentes, ceux qui la rencontrent parlent d'une femme différente, plus apaisée, plus ancrée, comme si la douleur traversée avait transformé sa vision de la vie. Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un mariage princier qui s'effondre, elle parle aussi de quelque chose de beaucoup plus universel. Ces moments où l'on accepte trop longtemps une situation qui ne nous ressemble plus, par loyauté, par peur ou simplement par habitude. Et parfois, il faut une chute pour retrouver sa véritable direction. Aujourd'hui, Clotilde Courreau n'est plus seulement la princesse que le public observait lors des cérémonies. Elle est redevenue une femme qui choisit sa vie, ses projets, ses priorités. Une femme qui a traversé une épreuve et qui en est sortie plus consciente d'elle-même. Son histoire nous rappelle une vérité simple mais puissante. On peut perdre un rêve et pourtant retrouver quelque chose de plus précieux encore, sa liberté intérieure. Et c'est peut-être pour cela que ce récit touche autant de personnes, parce qu'au fond, chacun de nous a déjà connu un moment où il fallait choisir entre rester dans une vie qui ne nous ressemble plus, ou trouver le courage de recommencer. Alors dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que Clotilde Courreau a eu raison de briser le silence et de reprendre sa vie en main? Votre avis m'intéresse vraiment. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui pourrait en être inspiré, et bien sûr à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres récits d'humains profonds et parfois bouleversants sur les grandes figures publiques. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Et souvenez-vous, parfois, derrière les plus belles apparences, se cachent les histoires les plus inattendues. À très bientôt pour une nouvelle histoire.